Est-ce que tu sais à quoi sont dues la majorité de nos douleurs et la majorité de nos maladies? Et est-ce que tu sais que douleur, attention, curiosité, amour, ça pourrait être lié? Et bon, on va voir ensemble que tout est simple, mais que rien n'est facile. Je te laisse méditer sur cette phrase super profonde. Salut, je suis Ludovic, ostéopathe depuis 27 ans, formateur et auteur en prévention santé. Et sur cette chaîne, tu trouveras des solutions pour aller de mieux en mieux. Mais je te rassure tout de suite, ça demandera toujours des efforts. Il n'y a pas de baguette magique. Non. Dommage. Grâce aux études de White dans les années 60, on sait que la majorité statistique des douleurs sont bénignes, musculaires et n'entraînent pas de consultation pour 70% d'entre elles. Alors il y a plein de solutions qui marchent. Le temps, c'est-à-dire que vous vous attendez, ça marche. Des exercices, des médicaments, de la détente. Bon. Pour 30% de ceux qui restent, ils iront voir des professionnels qui auront des solutions qui les soulageront. Moins de 10% demanderont une vigilance plus importante de la part de votre médecin et 2% des examens complémentaires un peu plus approfondis. Donc ça répond à la question, c'est quoi qui fait mal le plus souvent? Voyons un peu le pourquoi ça va faire mal. Les douleurs majoritairement sont liées au mental, au stress, au mal-être. Tandis que les pathologies sont plus liées à notre hygiène de vie, le sommeil principalement, la sédentarité, le manque d'activité physique, c'est pas pareil. La nourriture, le mental, le manque de relations sociales de qualité. Ce sont donc deux choses différentes, mais qui restent forcément un petit peu liées. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux solutions pour cette majorité de douleurs liées au mental, en opposition au physique, au corps, aux postures, entre guillemets. Tu as des solutions simples, efficaces, comme aller te promener, attendre que ça passe, et ça va se passer tout seul, et c'est ok. Et puis, il y a des solutions moins simples, efficaces, mais qui vont demander beaucoup d'efforts. Par contre, elles seront plus durables dans le temps, te permettront d'avoir du contrôle sur tes douleurs cycliques, et te permettra aussi d'être plus heureux. T'en penses quoi? Ça t'intéresse? Donc on sait que dans toutes les études sur le stress, 65% du stress est lié au travail et donc à son organisation, aux relations humaines. Et cela affectera inévitablement vos conjoints et vos enfants. Sous stress, mal-être, angoisse, vous y mettez ce que vous voulez, eh bien on va contracter une partie de ces muscles et fort, des fois vraiment fort. Ça fait un peu comme des crampes. Et donc là où ça pêche le plus statistiquement, c'est la communication, la compréhension de l'autre. Un comble pour l'animal social le plus intelligent, nous, et dont 30% du cerveau est fait pour ça. Mais ça, c'était avant, quand on était nomades et qu'on dépendait tous les uns les autres. Avec la sédentarisation agricole, on passe du collectif à l'individualisme, à la propriété, au patriarcat. Et là, tout change. Les rapports de force dans le groupe, de plus en plus importants, sont plus forts, et au sein de la cellule familiale, idem, on communique moins bien. Et je vous raconte pas le futur de l'humanité où on ne communique que vers un rectangle lumineux. C'est dommage, nous sommes des êtres de relation, des êtres de partage et ça s'est perdu avec la possession individuelle. Communiquer n'est pas complètement inné, on n'est pas né avec un logiciel langue française, on l'a appris. On n'est pas né avec des émotions universelles, on les a apprises. Eh bien, c'est pareil pour bien communiquer et écouter l'autre, ça s'apprend, ça se pratique. Et le pire, c'est qu'on ignore tous qu'on ne sait pas bien faire ça. Ni l'école, ni nos parents ne nous l'a appris, à quelques exceptions près. Et même un professionnel de la santé comme moi, eh bien récemment, je me suis rendu compte que j'avais des progrès à faire dans ce domaine. Nous ne savons pas écouter et c'est dommage car cela ne nous permet pas d'être suffisamment ouvert à l'autre qui en souffrira. Avec une mauvaise écoute au travail, la productivité, la créativité, la valeur apportée par chacun sera très en dessous de ce qui est possible. Et assez logiquement, cela va faire perdre de l'argent à tout le monde. Mais surtout, cela va faire perdre un certain niveau d'épanouissement et de bonheur de chaque personne. Et ceux qui savent faire ça ont accepté d'apprendre de leurs erreurs et se sont remis en question. Parce que si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Ça, c'est imparable. Si tu veux obtenir autre chose, il faut que tu fasses autrement et donc penser autrement. Mais alors, c'est quoi écouter?
Je vous raconte ça en 14 points avec un peu plus de spécificité sur l'écoute la plus importante et la plus difficile, c'est celle de nos proches, de notre conjoint en particulier. Mais je vous laisserai le soin d'adapter ces items pour les personnes avec qui ça semble un peu plus compliqué. Et pour que vous puissiez en faire quelque chose, je vous ai fait comme d'habitude un tableau à cocher pour que ça devienne une habitude, pour que ce soit plus facile sur votre motivation à vous transformer un peu. Alors d'abord, on va distinguer deux choses. Être capable d'écouter et écouter l'autre. Parce que pour être capable d'écouter, il faut déjà être bien soi-même. Alors, comment on fait? Eh bien, vivons dans le présent comme les enfants. Ni dans le regret du passé, ni dans l'anxiété du futur, mais maintenant, ici. L'enfant, il est là-dedans. Et puis nous, on doit le retrouver en faisant de la méditation, en faisant de la pleine conscience. Ou dans la contemplation de la nature. Et c'est pour ça que ça nous fait énormément de bien. 2. Éloignons-nous de la culture du malheur. Sapiens, depuis des milliers d'années, il vit comme ça. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des épidémies. Il a l'habitude, il est résilient à ça. Et du coup, avoir le droit ou la possibilité d'être heureux, eh bien, c'est très récent. Et il y a un mécanisme inconscient, très fréquent, qui nous dit « Ah, je vais le payer !» Et on fait de l'auto-sabotage. Et prendre conscience de ça, c'est très très difficile. Je l'ai vécu au moins une fois, et je peux vous dire, j'ai mis du temps à comprendre. L'inconscient prend le pouvoir, alors réfléchissez-y. Et donc en fin de journée, avec votre petit tableau, eh bien vous cochez si vous avez été dans une situation où vous avez peut-être fait un petit peu d'auto-sabotage. Et ça, c'est un item qu'on voit essentiellement dans la relation avec le conjoint. 3. Le piège du faire. On fait les choses souvent parce qu'il est temps de les faire, on a été conditionné comme ça. Mais souvent, c'est aussi parce qu'on veut plaire. Alors vous sentez-vous aimé parce que vous faites ou parce que vous êtes? Culturellement, on vous a conditionné dans un amour conditionnel. Ah, tu serais gentil si tu faisais. Et c'est engrammé là-dedans. Et réfléchissez bien, depuis que vous êtes petit, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait dans votre journée. On vous demande pas vos émotions, ce que vous avez ressenti, vos désirs, non. Posons-nous parfois la question, tout ce que je fais, eh bien, quelles en sont les raisons profondes? Reconnaissance, validation, appartenance, amour. Pourquoi j'ai couru après le temps pour faire tant de choses aujourd'hui? Donc si c'est OK, vous stabilotez vert, si c'est pas OK. 4. Les moments de réflexion sur soi. Plus je me comprends, plus je m'ouvre à la compréhension de l'autre. Alors posez-vous des questions sur mes besoins, mes valeurs, le respect, le partage, la douceur, l'écoute, la compréhension, la bienveillance, la tendresse, l'humour, l'ouverture, la joie, la confiance, la complicité. Avec moi-même, avec l'autre, ma famille, mes amis. Est-ce que je les ai eus aujourd'hui? Est-ce que j'ai orienté ma vie vers elles? Ou j'étais dans le blabla, dans le bling-bling? Sinon pourquoi? Suis-je content de ce qui va bien? Prendre du temps pour réfléchir à soi, même 5 minutes, ça permet de ne pas se perdre dans ce que l'on veut vraiment. Vivre, être, trouver sa paix intérieure. Et on peut traquer nos doutes parce qu'ils nous disent « Ah, je ne suis plus tout à fait sûr d'être sur mon chemin et il est peut-être temps de me réaligner sur ça. » 5. Surveillons nos mécanismes de compensation. L'alcool, la bouffe, Internet, le travail, nos addictions. Nos addictions, c'est lié à la différence entre la vie que j'aimerais vivre et celle que je vis vraiment. Il y a un gap. Et de là s'installe la frustration, le mal-être, le cynisme. Comment je me remets en question et que je change mes habitudes? Et souvent, on a plus appris à compenser qu'à vivre. 6. Examinons notre conditionnement culturel. Pourquoi on fait ce que l'on fait? Dans quel plaisir nous vivons? Matérialisme? Dans quel égoïsme j'ai vécu aujourd'hui? Quand on vit des choses très dures, une maladie par exemple, on va se réaligner vers l'essentiel. On sort de la consommation et on va vers la simplicité. On ne cherche plus à plaire ou à déplaire parce que ça, c'est de l'adaptation à l'autre, c'est pas soi. Et le souci, c'est qu'on s'en rend plus compte. Alors le soir, regardons ce qu'on a fait dans la journée et regardons quelles ont été nos addictions. Est-ce qu'on a été ou est-ce qu'on a compensé? 7. Connectons-nous à plus que soi. Nourrissons notre infini. Et ça, vous pouvez le faire par la méditation, la prière pour certains, des balades dans la nature, de la musique, des actes créatifs. Le sentiment de satisfaction de sa vie est souvent réalisé quand on se met au service des autres et qu'on s'inclut dans un environnement qui nous dépasse. Donc ça, c'est pour la partie soi. Maintenant, on va aborder la partie avec l'autre. Pour pouvoir être bien avec l'autre, il faut vouloir son bien à lui. Certains aiment comme on aime le poulet, mais c'est pas sûr que celui qui aime le poulet veuille le bien du poulet. 8. Quittons le rapport de force. Vérifions qu'il n'y a pas de mécanisme d'agression-fuite avec l'autre. Nos vieilles habitudes de domination-soumission amènent la fermeture de l'autre qui est en souffrance.
Il n'est pas nécessaire d'écraser l'autre avec notre ego. Nous pouvons sortir de nos vieilles habitudes. Et c'est vrai que c'est pas facile, j'ai beaucoup lutté avec mon ego, c'est dur. Mais on y arrive si on a vraiment envie d'évoluer. Et oui, nous pensons avoir raison, mais nous n'aurons que ça. Pas le bonheur, mais plutôt la solitude. La vérité est un point de vue. On va avoir raison pour être le plus beau, pour que l'autre nous dise « Ah, tu as raison, mais comme tu es intelligent !» Et c'est une vraie souffrance parce qu'on est coincé dans notre ego. Et du coup, il faut vivre dans une relation qui est à peu près équilibrée. Mais pour que ce soit à peu près équilibré, il faut quand même savoir poser des limites. Il ne faut pas dire oui nécessairement à tout pour plaire. Il faut savoir clarifier très clairement ses demandes, pas de reproches, mais des demandes. À côté de ça, je n'éteins pas ma différence pour qu'on m'accepte. 9. Vérifions si la relation est assez ensoleillée. Qu'elle est tournée vers la tendresse, vers la douceur, vers le respect, la complicité, le partage, l'écoute, la compréhension, la bienveillance, l'humour, l'ouverture, la joie, la confiance, tout ce que vous voulez vous-même et que vous voulez que la situation à deux se fasse. Et comme dit, c'est pas que le conjoint, c'est aussi avec ses enfants ou ses amis. Parce que nous souhaitons tous vivre vers nos besoins et nos valeurs. Mais le fait-on tous les jours? On coche. Et comme tout, ça demande du temps et de l'attention. 10. Travaillons notre empathie. Et ça demande du temps. Et nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter. Écouter, c'est se mettre de côté pour être avec l'autre. Mettre son ego de côté, sans parler, sans conseiller, accepter de ne pas résoudre. Souvent en psychothérapie, on les met dans un cadre, on les laisse discuter, on les laisse réfléchir eux-mêmes. On leur propose pas toujours des solutions. Ils les ont. Ils se connaissent mieux que vous. Donc essayez d'écouter plus et de parler moins. Accueillez la différence et essayez de vouloir le bien de l'autre. C'est ça l'amour. Et du coup, observez votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Parce que votre corps, il ne ment pas. Quand vous êtes avec l'autre, il est ouvert ou il est un peu fermé. S'il est fermé, vous n'êtes pas avec l'autre et vous n'avez pas le temps. Peut-être que vous n'avez juste pas le temps. Et c'est ok, ça peut arriver. Mais quand vous êtes à l'écoute, essayez d'être à l'écoute. Sinon, ça peut être ok. On peut dire, écoute, là, c'est peut-être pas le moment. On essaiera de faire quelque chose, d'échanger un tout petit peu plus tard. La chose dont on a plus besoin, c'est de présence. Cela témoigne notre attachement, qu'on est important pour l'autre. Et puis, si on a été capable d'aller vers l'autre, eh bien l'autre va faire une partie du chemin pour aller vers vous. C'est nos besoins dont on a parlé qui nous rassemblent, alors que nos idées, nos jugements nous séparent. 11. En ce qui concerne le temps de partage, qu'est-ce qu'on a partagé aujourd'hui avec l'autre? Des activités, de l'aide. Parce que partager, c'est facile, mais bien partager, c'est veiller à ce que la relation soit à peu près symétrique. Nous aimons partager ce que l'on aime à l'autre. Parce qu'il faut se méfier quand il y en a qui disent « Ah, mon conjoint et moi, eh ben on fait qu'un ». Oui, mais lequel? Et quand on donne son temps, quelque part, on donne de l'amour. Mais il faut le faire dans la joie. Les gens qui sont charismatiques, Mère Teresa, eh ben ils donnent parce qu'ils sont contents de vivre, ils sont joyeux. Et ils donnent pas pour avoir peur de perdre. Ils donnent parce qu'ils se sentent profondément vivants. C'est ça qui les rend généreux, c'est ça qui les rend solaires. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que tout ça, c'était lié. Parce que si vous êtes curieux, en général, vous avez des passions, vous êtes animé, vous êtes vivant, vous êtes investi dans plein de choses. Et donc, vous êtes heureux simplement de vivre. Les gens qui sont tristes, qui sont un peu tournés vers eux, qui ont toujours l'impression que tout est la faute des autres, ben, c'est des gens qui manquent de joie de vivre. Ils sont pas heureux de vivre fondamentalement. Alors, c'est génétique. On sait qu'il y a plus de 30% des gens qui sont pas destinés à se sentir bien et heureux. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la curiosité, la joie de vivre, la passion, on aime les gens passionnés parce que ça respire la vie. Et on sent qu'à un moment donné, quelque part, ils sont en paix. Et ça, c'est attractif. On veut leur ressembler. Et on peut s'entraîner à donner avec le cœur. 12, c'est la gratitude. Honorer, remercier l'autre pour ce qu'il vous apporte, faut lui dire, c'est important de dire les choses. On le fait beaucoup trop peu par habitude. C'est la base des principes de management, la valorisation. Beaucoup trop de gens ne se félicitent pas mutuellement. Évidemment, il faut que ce soit sincère. Mais il n'y a pas de raison, si c'est des gens de votre famille, des proches, des enfants, on est sincère avec eux. Sinon, avec qui on serait sincère? 13. Célébrons ce qui va bien, ce qui s'est bien passé. La positive attitude, c'est toujours mieux que l'inverse. Les pensées qui sont négatives et qui vont faire fuir tout le monde. 14. Faire silence ensemble et contempler. Dans l'expérience de Aaron qui tentait de mettre en place des protocoles pour être
plus proches l'un de l'autre, eh bien, ils demandaient, après une longue discussion en 36 questions, de regarder l'autre pendant les 90 dernières secondes, dans les yeux, sans parler. Voilà donc un court résumé de conférences et de livres de Thomas d'Assembourg. Je vous mets les liens en description. On va revenir sur tout ça, sur la communication non violente, avec mon ami Karine Thiem, qui enseigne ce genre de choses. Et puis je vais interviewer aussi mon ami Robert, qui forme avec sa Katsinette le couple le plus heureux que je connaisse. Et réfléchissez un tout petit peu aux couples heureux que vous connaissez, il n'y en a pas tant que ça. Moi j'en connais un ou deux, pas plus. Il va nous raconter un peu sa vie, comment il en arrive là, comment il analyse ça, comment ça se passe chez lui. Et vous allez voir, moi j'adore quand il me raconte ça, ça me rend heureux moi-même et j'aspire à lui ressembler. Et donc je vous dis, portez-vous bien, écoutons-nous mieux, cela transformera notre monde. Allez, salut!